Il faut bien avoir en tête qu'on a entre 10 et 15 ans pour changer le monde, en tout cas pour changer le monde en commençant par changer le bout du monde dans lequel on vit. Qu'on soit à Marseille, qu'on soit à Perpignan, qu'on soit à Paris, je vais pas tous les faire, mais on va quand même dire qu'on soit à Houille, parce qu'il y a des gens de Houille, et qu'on soit évidemment à Bayonne et au Pays Basque. 10 à 15 ans, ça veut dire que certaines et certains d'entre vous qui sont dans cette salle n'auront même pas encore atteint l'âge que j'ai moi aujourd'hui, 42 ans. Donc c'est dire quand même l'urgence qu'il y a à se mobiliser, à le faire avec méthode, à le faire sérieusement, certes dans la convivialité et la joie de vivre, mais il faut que vous ayez ancré en tête cette urgence à agir maintenant, là où vous habitez. Et donc c'est un petit peu l'objectif du témoignage que je vais vous apporter sur ce que nous on a fait en Pays Basque et qui est tout à fait reproductible partout ailleurs. Revenir rapidement sur la genèse de cette démarche. Bon, BICI, juste pour que vous ayez en tête, BICI, créé en 2009 dans la perspective du sommet de Copenhague, à la COP 15, un petit groupe d'une vingtaine de militants. Aujourd'hui, on est à plus de 500 adhérents, dont une très grosse centaine de militants actifs. Et donc, avec la conviction double d'agir à la fois à l'échelle globale, à l'échelle de toute la planète, c'était un peu notre engagement par rapport au sommet de Copenhague, mais aussi agir de manière locale, et c'est davantage le sujet du jour. Et pour agir de manière locale, un jour, en revenant de l'université d'été d'Attaque, avec Monsieur John qui est là et Monsieur Tchetch que vous connaissez certainement, on s'était dit, waouh, comment on peut faire pour agir localement sur toutes ces questions de climat et énergie. Et un truc que j'ai pas dit, il se trouve que moi, depuis presque 20 ans maintenant, je travaille en collectivité publique. Et je dis, ce serait quand même pas con qu'on bataille sur toutes les questions municipales parce qu'il y avait les élections 2 ans plus tard. Et là, on s'est dit, ouais, c'est bien, on va faire ça. Et on est parti dans cette aventure de constitution d'une boîte à outils sur laquelle je vais revenir. C'est un document qui est en fait une belle preuve de notre capacité à recycler les bonnes idées. En fait, c'est un document qui est issu du climat pratique. Bon, le climat pratique, en fait, c'est un document qui avait été fait avec le RAC, l'ADEME et d'autres peut-être. Le Clair, enfin le Clair, hein, pas Édouard. Et donc, qui est un formidable outil qui permet en fait à des communes qui n'ont pas forcément la structure pour mener à bien un agenda 21 avec l'ingénierie qui va bien, ça leur permet de mettre en place des actions et d'évaluer le niveau de progression de mise en œuvre de ces actions au travers de tableurs sur des logiciels pas forcément libres, mais ou libres aussi. Et donc ça permet comme ça de suivre ces actions. Donc nous on a recyclé ce document climat pratique qui est assez dense, complet, et on en a fait une boîte à outils qui comprend 13 thématiques, et chaque thématique est déclinée en un certain nombre d'actions. Et chaque action est déclinée en 4 étapes: démarrer, avancer, accélérer, aller plus loin. Ensuite, donc, on avait cette boîte à outils qui a été constituée au cours de l'année. On a démarré en septembre 2012. Comment on a fait? On s'est réunis. Bon, souvent, quand on a une idée qui nous passe par la tête, on en informe les copains et les copines, et ceux qui veulent travailler avec nous se joignent à nous. Donc on s'est retrouvés autour d'une table. Bon, et puis c'est parti un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que au début, on a fait des fiches sans forcément penser à climat pratique. Donc du coup, chacun est venu avec sa fiche de son thème. Ça partait un peu partout. Donc on a structuré ça en s'appropriant le climat pratique et avec des groupes de travail qui ont travaillé, certains sur les transports, d'autres sur l'énergie, d'autres sur le bâtiment, d'autres sur l'agriculture et ainsi de suite. Et après, il y a eu des comités de relecture. En gros, il y a une 40aine de personnes qui ont participé activement à l'élaboration de cette boîte. La boîte à outils, pour celles et ceux qui l'ont vu, même si c'est déjà un condensé d'un document plus complet qu'est le climat pratique, ça reste quand même un document difficile à digérer, en tout cas pour les élus, ou les aspirants à l'être. Donc ce qu'on a fait, on a fait une clé pour rentrer dans la boîte à outils. Cette clé, c'est le pacte de transition énergétique, qui est en fait un regroupement
des principales actions sur l'ensemble des thématiques, donc des principales actions de la boîte à outils, et surtout des actions qui peuvent être mises en œuvre concrètement dès maintenant, et qui sont le point de départ vers une démarche pour aller plus loin. Je cite un exemple simplement en matière d'énergie. La première action qui était proposée, ça peut paraître tout bête et pourtant quasiment personne ne le fait, c'est assurer un suivi périodique de ses consommations énergétiques. Savoir combien on consomme, c'est le préalable indispensable pour ensuite évaluer si les mesures qu'on met en place pour réduire nos consommations énergétiques sont efficaces ou pas. Si vous ne savez pas combien vous consommez au départ, vous serez incapable de déterminer si vous avez progressé ou pas. Donc voilà. Et puis dans d'autres thématiques, il y avait des actions comme ça similaires à celle-ci. Donc, boîte à outils, le pacte. On est grosso modo... donc boîte à outils, je ne l'ai pas dit, mais en 2013, elle était rédigée et elle avait été publiée à plus de 2000 exemplaires papier à l'ensemble des aspirants élus ou des élus qui avaient été rassemblés aussi au cours de ce qu'on pourrait appeler un séminaire lors d'Alternativa à Bayonne en octobre 2013. Il y a eu tout un travail qui avait été fait autour de la thématique boîte à outils. Et après Alternativa, on a travaillé à l'élaboration d'un pacte destiné à être signé par les listes qui souhaitaient se présenter au municipal. Vous l'avez sur la diapo. Donc, on a regroupé tout ce beau monde. C'était un 12 mars 2014 sur une ville assez centrale, Ustaritz, au Pays Basque. Quasiment tous les représentants de listes qui souhaitaient signer étaient là. Il y avait, alors je sais plus exactement le nom, oui, 82 listes signataires dans 42 communes et on avait regardé que en termes de représentation de la population, ça représentait presque 90% de la population. Sachant qu'en Pays Basque, on a 158 communes au total. Donc 42 communes, de là, il y aurait eu plusieurs scénarios possibles. Il y aurait pu y avoir les 42 équipes qui ont signé, qui se trouvent ensuite, enfin les principales listes signataires dans les 42 communes qui arrivent aux affaires. Il y aurait pu y en avoir pas du tout. Bon, nous, on est plutôt satisfaits parce qu'il y en a quand même une trentaine qui ont répondu présentes et qui ont été élus. Avec des niveaux d'engagement très variables. Donc, je le disais, principalement, les gens se sont engagés en signant un pacte dans lequel ils cochaient « je prends cette action, je prends pas celle-là, je prends cette action, je prends pas celle-là ». Et avec des niveaux, bon, il y avait des communes, c'est pas pour fustiger un tel, mais c'est vrai que ça allait de 3-4 actions à des communes qui, en plus de leurs engagements dans le pacte, avaient aussi choisi de s'engager sur des actions qui étaient dans la boîte à outils. Ça va jusque-là? Donc voilà, pour ceux qui sont plus visuels, c'est plus parlant. Vous avez là, je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus, vous avez là donc la carte du Pays Basque Nord, puisque ensuite, dans toute cette partie-là, il y a tout le Pays Basque Sud, qui est en termes de population 10 fois plus important que nous. Et donc, les différents, vous avez sur cette carte de représenter les anciennes intercommunalités qui, depuis le 1er janvier 2017, ont toutes fusionné, les 10, pour ne former qu'une seule communauté d'agglomération de Pays Basque. Ce que permet de vous rendre compte de cette carte, c'est que les engagements sur le pacte de transition énergétique de BC, ça n'est pas à l'apanage que des grosses villes comme Bayonne, Anglet, Biarritz, qui sont plutôt bien structurées techniquement, mais ça va de communes de quelques centaines d'habitants à ces communes de quelques dizaines de milliers d'habitants. Et donc on a une répartition sur l'ensemble des 3 provinces du Pays Basque. Donc vous avez le Labour Nord le Labour côté côte, la Basse-Navarre et la Soule la plus à l'est. Et ouais, juste en fait, il y a un code couleur aussi qui permet d'identifier le niveau d'engagement de chacune des communes. Tout ça, c'est des documents qui sont mis en ligne, parce que évidemment, au-delà on va y venir après, au-delà de l'engagement, dès le départ, on avait annoncé la couleur, on s'assurerait que ce sur quoi ils se sont engagés est bien mis en œuvre.
Et donc on assure une traçabilité la plus juste possible pour permettre aux gens de suivre ce qui est fait. Bon, là, je vous ai regroupé les principales actions qui ont été retenues. Vous les avez sur la droite de la diapo. Bon, pas de surprise, en fait, ce sont essentiellement les actions qui étaient proposées dans le pacte de transition énergétique. Peut-être souligner deux choses importantes. Souscrire à Enercop pour 6 communes. Souscrire à Enercop, jusqu'à il y a peu de temps, une seule commune, la commune de Mendiande, une toute petite commune, qui fait beaucoup de choses, et pas que sur l'énergie. C'était la seule qui s'était raccordée à Enercop pour un de ses bâtiments publics. Depuis peu, dans le cadre d'un groupement d'achat d'électricité, il y avait un lot qui était dédié entièrement à une fourniture d'électricité 100% écologique, mais véritablement 100% écologique, et qui a été porté par l'agglomération Pays Basque. Et aujourd'hui, on est avec une agglomération Pays Basque qui, sur une partie de ces sites, est alimentée via Enercop, et cela fait de la communauté d'agglomération Pays Basque le plus gros client public d'Enercop à ce jour. Et deuxième point important, c'est, et que là par contre vous pouvez reproduire ailleurs si vous avez une monnaie locale, c'est devenir acteur de la monnaie locale. Donc nous, chez nous, c'est le SCHCO. J'ai vu qu'il y en avait qui l'utilisaient d'ailleurs, puisque dans la couche des badges, il y avait quelques SCHCO. Et donc ça c'est très important parce que, bon, je vais pas en parler de l'ESCO là, mais c'est très important parce que derrière, il y a des communes qui se bougent. Il y a des communes, notamment la ville de Bayonne, qui fait bouger les lignes, puisque il y a une bataille avec la préfecture sur le sujet. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, soyez attentifs parce que petit à petit, ça va faire bouger les lignes et on va être en capacité d'utiliser davantage les monnaies locales dans toute la vie publique et dans toute la vie de nos territoires. Alors, je le disais, dès le départ, on avait dit, on va suivre ce qui se fait. Bon. On va suivre ce qui se fait, pour autant, dès 2012, on ne savait pas précisément comment on allait s'y prendre. Donc, une fois que les gens avaient signé, que les communes étaient pilotées par des gens signataires du pacte, on a mis en place un comité Hitzaïtz. En fait, en basque, il y a un dicton qui dit Hitzaïtz et donc Gisonaïtz. En gros, c'est une parole est une parole, sinon l'homme est pourri. Mais il ne faut pas le traduire littéralement comme ça, mais c'est un peu l'idée. En tout cas, au Pays Basque, les gens Hitzaïtz, ils savent ce que c'est. Donc, on a mis en place ce comité en novembre 2014. L'idée, c'était de regrouper autour du groupe moteur de BICI un ensemble d'acteurs de la vie publique dans les domaines du bâtiment, de l'agriculture, des transports, pour faire que ce comité assure le suivi de la mise en œuvre des actions. Pour être honnête, on n'a pas atteint cet objectif-là dans la mesure où aujourd'hui, la grosse partie du suivi est assurée par des gens de BICI. Mais pour autant, on sait pouvoir s'appuyer sur d'autres associations qui nous aident un peu pour s'assurer que ce qui est fait est bien fait. 2014, comité Hitzaïtz qui se met en place. Et donc, on savait dès le départ qu'on avait, un des objectifs, c'était, on voulait produire des rapports périodiques faisant état de l'avancement des actions. Et au départ, on s'était dit, bon, on va faire un rapport tous les ans. Bon. Et on s'est vite rendu compte que, vu l'inertie qu'il y avait à capter de l'information, vu le fait que, à peine une année après les élections, aller demander aux communes, et alors, où est-ce que vous en êtes, on ne le sentait pas. Donc, ce qu'on a fait, on s'est dit, on va se mettre plutôt dans une dynamique positive, et on va aller voir qu'est-ce qui se fait déjà dans les communes qui est positif en matière de transition écologique. On a identifié 21 actions dans les communes qui étaient signataires du pacte de transition énergétique de BICI. Donc on a identifié 21 actions qui n'étaient pas forcément des actions qui avaient été faites, enfin qui n'étaient pas la résultante de la mise en œuvre des actions sur lesquelles ils s'étaient engagés, parce que c'était des actions qui avaient pu être mises en place de manière antérieure à la signature du pacte. Pour autant, c'était quand même des actions qui étaient en lien direct avec le contenu du pacte et de la boîte à outils. Donc là, je vais vous présenter rapidement, mais je le répète, vous aurez le diaporama, donc vous pouvez regarder dans le détail, mais c'est juste pour vous illustrer la diversité des actions qui ont été présentées. Ça avait été fait
lors d'Alternativa à Saint-Jean-Pied-de-Port, Garassi. Voilà, comme ça vous permet aussi de visualiser un peu de langue basque sur votre gauche. Donc ça, c'est le canevas des 21 actions. Et un peu plus dans le détail, je vous en ai sélectionné quelques emblématiques et relativement visuels. Donc, en matière de mobilité, on a beaucoup travaillé sur le vélo. Et pas parce que bici, ça fait bicyclette, ça n'a rien à voir. Parce que le vélo, pour nous, c'est un mode de transport important. Et on avait identifié c'est le village où j'habitais pendant un temps, sur la photo de gauche, une rue qui historiquement était en double sens, qui avait été passée en sens unique pour les voitures et qui a été délibérément interdit au vélo. Les panneaux que vous avez là, c'est parmi les plus gros panneaux qu'on peut faire. C'est presque les panneaux qu'on trouve sur les autoroutes. Donc c'était vraiment délibérément, le choix avait été fait d'interdire au vélo. Et nous on trouvait pas ça normal parce qu'en fait, si vous passez par là pour aller à Bayonne, vous faites 200 mètres. Si vous passez par le chemin par lequel on aurait été obligé de passer en respectant ce sens interdit, c'était 900 mètres. Alors je veux bien que faire du vélo, c'est bon pour les fessiers, c'est bon pour les glaciers, sauf que quand vous le faites pour aller bosser, faire 900 mètres c'est une chose, en faire 200 c'en est une autre. Donc c'était important pour nous de batailler là-dessus. Et à force de rencontres avec la commune, voilà, sur la droite, ce qu'ils nous ont fait. Donc ils ont, alors, d'aucuns diront c'est bizarre, leur double sens cyclable, c'est pas comme on fait ailleurs. Peu importe, en matière de double sens cyclable, en réalité, l'important c'est que ce soit fait, que votre voie de circulation elle soit à gauche ou à droite. L'important c'est que vous puissiez passer. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aménagé un double sens. Alors on voit pas sur la photo, mais au niveau des sens interdits, désormais, on n'a plus le panneau interdit au vélo, mais par contre, on a écrit sauf vélo. Voilà, donc ça c'est un exemple. Je reviendrai moins longuement sur les autres. La ville de Biarritz, une très grosse bataille sur le vélo qui mériterait presque un séminaire complet pour en parler. Un exemple intéressant en fait d'une rénovation d'un ancien bâtiment avec la jonction sur ce bâtiment d'une partie neuve. Un peu comme ce qu'on peut voir justement à Villarceau, là, qui allie à la fois rénovation et construction neuve. Donc ça aussi, je le signalais parce que c'est sur Moléon, c'est en Soule, donc c'est en termes de distance, c'est assez éloigné de Bayonne. Un jardin pédagogique dans une école avec la sensibilisation au compost. Garot, 2 minutes là-dessus. En fait, Garot, c'est sur la commune de Mendione dont je parlais tout à l'heure, et sous l'impulsion et de la commune et de l'ancienne communauté de communes, tout dépend de quelle perspective agricole on se place, mais pour nous c'est grand, un grand domaine agricole avait été mis à disposition de la communauté de communes et ils ont fait le choix de développer un projet agricole en bio avec la perspective d'alimenter les écoles de la région. Ça marche. Mais ça peut s'améliorer encore. Voilà, bon là c'est pour un clin d'œil en fait à Erico. Erico ça veut dire du pays. Et c'est une démarche qui a été engagée par la Bolancha Gambala, qui est la Chambre d'agriculture alternative en Pays Basque, qui a créé une filière de pain en fait où le blé est cultivé en Pays Basque et donc un certain nombre de boulangeries travaillent avec cette farine pour faire du pain. Et il y a aussi une filière, pour ceux qui ne sont pas véganes, il y a aussi une filière viande. Ce qui fait que certaines communes mettent un peu l'accent là-dessus et servent de temps en temps des burgers de ce type-là qui ont à la fois un pain issu de Erico et une viande issue également de Erico. Bon, Enercop à Mendione, j'en ai déjà parlé, je passe. Là, c'est également en Soule, donc le développement d'une centrale, d'une chaufferie bois pour chauffer une école et un autre bâtiment public. Tout petit village, hein. Là c'est quelques centaines d'habitants. Hein. Tout est possible, partout. Là, une commune proche de Bayonne,
une désertification commerciale et une forte envie de la commune de soutenir le développement d'un commerce de proximité. C'est pas facile, ça tient toujours, et c'est important de faire vivre ce genre d'initiative parce que ça contribue aussi à dynamiser ou redynamiser la vie de nos petites villes et de nos villages. Et bien évidemment, on pourrait dire oui, mais quelle relation avec le climat ouais. Sauf que c'est aussi moins de transport, c'est permettre à des gens, notamment ceux qui sont le moins enclins à se déplacer en bagnole, de venir à proximité de chez eux sur ce type d'épicerie. Et puis c'est aussi faire un pied de nez aux grandes surfaces commerciales qui pullulent aux alentours. Donc allez-y. 2015, on fait un focus sur ces 21 actions. Et puis bon, mais après on s'est dit, waouh, il va quand même falloir passer faire un rapport. Je savais pas trop comment, mais fallait bien s'y lancer. Donc on s'est dit, allez, 2016, c'est 2 ans après les municipales. On part sur un premier rapport d'évaluation, comme ça nous en fera un deuxième en 2018, et puis une évaluation finale en 2020, juste avant les élections. Alors, donc l'objectif, je vous l'ai dit, voir ce premier rapport, c'était de voir un peu quel était l'état d'avancement des actions. Alors, comment on a fait? Là, continuez d'être attentif parce que c'est moins facile. Donc, en janvier, on a écrit aux 30 communes qui étaient signataires du pacte et on leur a envoyé un document qui leur permettait, pour chacune des actions sur lesquelles elles s'étaient engagées, d'évaluer le niveau d'avancement de ces actions. Là, il y a plusieurs choses qui sont un peu compliquées à comprendre, ou en tout cas à appréhender. C'est que quand on parle d'action dans la boîte à outils, en réalité, c'est un faisceau d'actions. C'est pas une action forcément très ciblée. Donc, une action de la boîte à outils climat-énergie de BC porte en elle le germe de plusieurs actions. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément facile à capter pour les communes. Et ensuite, sur la progression là qui est proposée, donc il y avait point mort, ça parle à tout le monde. Et puis après, donc les quatre étapes dont je vous parlais tout à l'heure. Là aussi, c'est un petit peu compliqué dans la mesure où des fois, même si c'était pas l'idée première de la boîte à outils, mais des fois, vous pouvez avoir fait des actions dans votre commune qui se rapprochent d'une étape qui est postérieure à la première étape. En gros, vous pouvez ne pas avoir fait d'action qui ressemble à ce qu'on a écrit au niveau des marées, mais par contre, vous pouvez avoir déjà fait des actions qui ressemblent à ce qu'on a mis à accélérer. Bon, ça, c'est les petits problèmes de calage. Bon. Donc, les communes ont reçu un tableau comme ça, en fait, avec ensuite autant de lignes qu'ils avaient choisi d'action. Et pour chacune des actions, à eux d'évaluer s'ils en étaient, alors s'ils avaient rien fait, s'ils avaient démarré, avancé, accéléré, ou s'ils étaient allés plus loin. Et il y avait une case qu'ils étaient invités à remplir, voire incités vivement à remplir. C'était la case commentaires et renvoi vers des documents annexes qui permettaient d'apprécier la justesse de ce qu'ils nous disaient en matière d'état d'avancement de leur action. Donc là, on envoie ça en janvier. Février, on relance. Mars, quelques réponses timides. On relance. Je ne vais pas vous la faire, mais ça a duré jusqu'en août, l'histoire. Jusqu'en août. C'est la temporalité est aussi un élément à prendre en considération. Et on a passé une bonne partie de notre été à rédiger le rapport que vous pouvez consulter ici. Donc voilà ce que ça pouvait donner pour une commune. Donc le gris est un peu atténué, mais on devine quand même ce que ça donne. Donc voilà, pour chacune des actions, ils indiquaient c'était démarré, pas démarré, et où ils en étaient. Alors comment est-ce qu'on a exploité ça? Dans le rapport, pour celles et ceux qui l'ont parcouru, il y a une première partie qui revient un peu sur toute la démarche qui a été engagée, que je viens de vous présenter. Et puis ensuite, il y a autant de fiches que de communes qui se sont engagées. Il y a 23 communes qui ont répondu. Il y en a 7 qui n'ont pas répondu à nos sollicitations pour savoir où elles en étaient dans la mise en œuvre de leurs actions. Pour autant, vous trouvez 30 fiches
autant de fiches que de communes qui se sont engagées, et celles qui nous ont fait aucun retour, c'est bien indiqué et c'est commenté. Pour chacune des communes qui ont répondu, il y a plusieurs éléments. Il y a d'une part donc les données de la ville, les données de base de la ville, savoir un peu c'est quoi comme ville, quel est le maire, le nombre d'habitants, pour donner même à des gens qui connaissent pas forcément quelques éléments d'appréciation sur quel type de ville c'est. Est-ce que c'est un village, une ville, petite, moyenne, grande. Ensuite, un rappel du niveau d'engagement. C'est ce que vous avez sur la partie de gauche. En haut, il y a ce qui nous a été présenté comme étant un diagramme à tête de coq par une des personnes qui était avec nous dans l'équipe, et qui permet de manière assez rapide d'apprécier visuellement d'une part le niveau d'engagement global de la commune, et d'autre part où est-ce qu'elle en est dans la mise en œuvre des actions sur lesquelles elle s'est engagée. Pour faire simple, mais je suis pas un spécialiste du diagramme à tête de coq, quand c'est rouge, il y a un loup. Quand c'est vert, c'est plutôt bon. Quand c'est orange, c'est entre les deux. Et quand c'est blanc, c'est qu'ils se sont pas engagés sur la thématique donnée. Il y a certains secteurs où il n'est pas possible de s'engager sur une thématique. Une ville assez urbanisée va pas être en capacité de s'engager sur des actions liées à la forêt, par exemple. Ou à l'agriculture, même s'il y a des velléités de développement de l'agriculture urbaine, c'est quand même moins le cas. Voilà ce que ça peut donner. Enfin, la fiche communale était constituée comme ça, et après il y avait aussi une partie basse dans laquelle on faisait quelques commentaires. Je vais y revenir sur ces commentaires parce que ça a donné lieu à quelques mécontentements de la part des communes parfois. Voilà. Là, simplement, pour visualiser ce que je vous expliquais au niveau du diagramme à tête de coq, ça permet de voir, voilà, et c'est des vrais, c'est pas des simulations, c'est des vrais diagrammes pris. En gros, sur la gauche, c'est vraiment une commune, je crois que c'est Bayonne d'ailleurs, qui s'est pas mal engagée au travers de son agenda 21 sur la quasi-totalité des thématiques. Au milieu, je ne sais pas qui c'est, et ça lui apporterait rien que je le dise ici. Et là-bas, c'est les 7 communes qui nous ont rien dit. Voilà. Le rapport, quand vous faites un document qui mobilise une telle énergie militante, il faut pas que ça reste un truc confidentiel où on est content de l'avoir fait, mais où personne n'est au courant. Donc ce qu'on a fait, c'est que la deadline qu'on s'était fixée, c'était la journée de la transition citoyenne, organisée en septembre 2016, où là, on avait invité à la fois des représentants associatifs, le grand public, les communes au sens large, et particulièrement les communes qui s'étaient engagées sur le pacte de transition énergétique de Missy. Et au cours de cette matinale, on leur a, alors je vais pas, ça c'est juste que vous ayez, je vous laisse prendre connaissance de comment c'était déroulé, et voilà. Et là, donc, je vous propose de balayer rapidement les différentes thématiques qui étaient abordées dans le rapport, et simplement pour vous montrer à la fois la diversité des thématiques, et puis comment c'était l'idée, c'était aussi d'arriver dans certains cas à pointer des améliorations possibles ou des pistes possibles à l'aune aussi de l'émergence qui allait à l'émergence de la communauté d'agglomération Pays Basque, puisqu'on était en septembre 2016. On était encore en pleine tractation sur la mise en place effective de cette nouvelle agglo, et avec des vrais enjeux en matière agricole, de transport, d'énergie. Donc il y avait quelques pistes qui étaient proposées. Donc je passe rapidement sur la mobilité. Ouais, sur la mobilité, vous voyez, je vous ai indiqué là une inquiétude majeure, le retard cumulé dans la mise en œuvre d'un projet de trambus. En fait, à Bissy, on a beaucoup bataillé aussi sur le développement des transports collectifs, principalement sur les zones agglomérées, et notamment sur Bayonne, Anglette, Biarritz. Pour l'anecdote, en 2009, on était probablement les seuls à soutenir les élus qui avaient eu le courage de mobiliser une voie de circulation automobile pour la dédier au bus. Pour la dédier au bus.
sur une voie qui était destinée initialement à être une 2x2 voies pour les voitures. Donc on a pas mal bataillé sur ces sujets-là, mais pour autant on attire l'attention sur des retards ou des manques en matière de développement de transport collectif. Sur l'énergie, voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc sur l'énergie, donc ça c'est un diaporama qui avait été présenté, enfin c'est issu d'un diaporama qui avait été présenté aux élus qui étaient présents lors de la présentation du rapport. Donc l'idée c'était aussi de leur pointer du doigt là où ils pouvaient aller plus loin, particulièrement en matière d'énergie, je disais, donc systématiser le suivi des consommations énergétiques, et puis après mettre en œuvre tout ce qui est action de sensibilisation dans ces bâtiments publics, notamment les bâtiments qui sont mis à disposition d'associations qui souvent sont peu regardantes, les associations, sur est-ce que j'ai bien éteint la lumière en partant, est-ce que j'ai pas laissé le chauffage à fond, est-ce que j'ai bien tiré la chasse d'eau et que quand je pars ça fuit pas de partout. C'est du vécu, donc c'est une réalité. Voilà, sur les bâtiments, pareil, dans les suggestions, il était proposé de référencer un peu l'ensemble des bâtiments publics un peu exemplaires. Donc ça, c'est pas forcément l'apanage des communes, ça peut aussi être un thème de travail d'un groupe local, c'est-à-dire peut-être je prends sur ma communauté de communes, ma communauté d'agglo, je constitue un petit groupe et on va comme ça identifier quels sont les bâtiments les plus exemplaires en matière de consommation énergétique et en matière écologique. Agriculture forêt, donc on en a parlé de Mendione. L'idée c'est de faire que émerge en Pays Basque un vrai projet agricole. Et c'était un des combats qui était porté par la Chambre d'agriculture alternative, la Volanza Gambala, et qui continue à batailler sur ce sujet-là. Les déchets et le SCO, j'en ai parlé rapidement. Là aussi, le but c'est de faire en sorte que ça devienne une monnaie locale plus utilisée qu'elle ne l'est aujourd'hui, même si à ce jour c'est une des monnaies locales qui fonctionne le mieux. Qu'est-ce qui fait que ça a réussi? C'est la diapo suivante sur ce qui fait que ça a réussi chez nous. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un contexte qui est quand même différent de celui dans lequel on avait élaboré la boîte à outils en 2012, et que je vous ai rappelé là, et qu'il est important de mesurer et d'avoir en tête, même si pour nous, militants et militantes, c'est jamais assez. Je rappelle quand même que quand on a lancé la boîte à outils 2012-2013, on le disait, on met en place une boîte à outils sans attendre la grande loi sur la transition énergétique. D'aucuns diront que celle qui existe depuis 2015 n'est peut-être pas suffisamment grande, pour autant elle existe. Et à l'époque, elle n'existait pas. Entre-temps, on était en 2012-2013 vraiment dans le creux de la vague de la mobilisation citoyenne sur le climat. Enfin, depuis, je vais pas vous la raconter, vous mesurez autant que moi le chemin parcouru. On est aujourd'hui dans une dynamique qui est sans précédent par rapport à ce qu'on avait à l'époque. Donc toute cette dynamique autour d'Alternativa, je parle. Et puis, plus spécifiquement en ce qui concerne le Pays Basque, et c'est là où je vais glisser ensuite sur les facteurs de réussite, on a depuis le 1er janvier 2017 une communauté d'agglomération qui a fait le choix d'avoir une vice-présidence dédiée à la transition énergétique et qui n'est pas qu'un affichage. C'est-à-dire que c'est une vice-présidence dédiée à la transition énergétique avec une élue ultra convaincue et avec une structuration technique qui suit derrière. Quelles sont les clés du succès? Bon, je ne vais pas vous relire, je regarde juste avec vous s'il y a des commentaires à faire. Mais oui, un groupe déterminé à remporter la bataille du climat, il est évident que peut-être que parmi nous, il y a des gens qui auraient probablement mieux à faire que de se cogner un week-end complet pour parler transition citoyenne, enfin peut-être. Et si on est là, c'est aussi on partage la conviction qu'il y a l'urgence que je rappelais tout à l'heure en introduction à agir maintenant sur nos territoires. Donc la détermination, elle est très importante. Et cette détermination, elle doit être aussi aller de pair avec une prise en compte du temps. C'est-à-dire que sur la transition citoyenne, on n'est pas tout à fait dans la même temporalité
qu'une action de non-violence où on peut éventuellement sur les ANV intervenir une fois sur un laps de temps très court. Pour mener à bien le chantier dont on parle aujourd'hui, il faut s'inscrire dans le temps long. Moi, je suis dedans avec d'autres depuis 2012. Ça, c'est important. Et quand on veut s'en extraire, pensez à, si j'arrête, qui prend le relais? Et je n'arrête qu'une fois que je suis sûr que d'autres ont pris le relais. C'est comme les étapes du Tour Alternativa. Merde. Après, oui, autre facteur de succès, en tout cas à BC, la présence de personnes spécialistes dans certains domaines, ça c'est indéniable. On a des ingénieurs qui sont des spécialistes de l'énergie, qui d'ailleurs avaient concouru à la réalisation de la boîte à outils et qui après ont monté une société de développement de centrales photovoltaïques sur les bâtiments publics. On a des gens qui sont spécialistes de l'agriculture, on a de tout. Et ça, malgré tout, ça fait beaucoup parce que ça permet aussi de tirer vers le haut des militants et des militantes qui ont envie d'apprendre, mais qui sont pas forcément spécialistes de tel ou tel sujet. Autre facteur de réussite, des personnes ayant une bonne connaissance des collectivités publiques. Bon, vous en avez une devant vous, mais ça aide beaucoup, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que ça permet aux groupes militants de mieux comprendre comment fonctionnent les collectivités, et ça permet aussi pour les collectivités d'avoir un visage rassurant d'un groupe militant qui parfois peut faire un peu peur. Et je l'ai pas mis là, mais alors la peur c'est peut-être un bien grand mot, mais il n'empêche que moi ce que j'ai constaté lorsque on a démarché les communes pour signer le pacte, certaines d'entre elles nous ont fait part de leur envie de signer et surtout nous ont dit dites bien que je vais signer, dites bien que je vais signer. Hein. Il y avait un peu une crainte de passer à travers le sujet. Donc voilà, ça joue un peu. Après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont dans BC et qui assument cette dualité du fait d'être à la fois dedans et enfin dans BC et ailleurs, même si c'est pas toujours facile. Et puis il y a des gens qui font le choix de nous aider, mais en restant en arrière-plan, qui sont pas adhérents à BC, mais qui notamment sur la question de la boîte à outils nous ont aidés de manière importante et qui par ailleurs travaillent soit dans des collectivités publiques, soit dans des bureaux d'études qui travaillent eux-mêmes pour des collectivités publiques. Voilà, et bon, le autre clé de réussite, donc un travail au long cours, mais c'est ce que je disais, hein, c'est complémentaire de l'activisme de BC. Et puis oui, ça c'est important, comme le reste d'ailleurs, mais ça c'est important. C'est-à-dire que ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est un peu, enfin même si le parallèle ne vaut pas forcément, mais c'est un peu comme avec la presse, c'est-à-dire que on vit pas une super relation avec la presse du jour au lendemain, ça se construit au long cours, et avec les élus c'est pareil. Et c'est vrai qu'en Pays Basque, mais comme ça peut être le cas ailleurs, à la faveur d'autres luttes qui ont un lien ou pas avec les questions climatiques, on peut créer des relations de confiance avec quelques élus. Il ne s'agit pas d'être copain avec tous les élus, mais n'empêche que à la faveur d'une lutte comme Notre-Dame-des-Landes, on peut aussi, sur le territoire concerné, créer des rapports de confiance mutuelle qui favorisent ensuite l'émergence de projets comme celui que je vous présente aujourd'hui. Et puis donc, je vous ai cité juste quelques exemples. En Pays Basque, c'est valable en Pays Basque. Bon, il y a des choses qui sont valables qu'en Pays Basque, mais il y en a d'autres qui sont valables ailleurs. Voilà. Et puis, je l'ai dit juste avant, donc un contexte global que moi j'estime plutôt favorable, tant à l'échelle internationale, nationale, que pour nous en Pays Basque local. Je crois que j'en ai presque terminé. Voilà. J'ai tenu le temps. Et voilà, c'est bon. Vous aussi, vous pouvez agir localement avec Alternativa, ANV COP21 et le réseau Action Climat. Remplissez le formulaire accessible dans le descriptif de cette vidéo ou posez vos questions par email. Parce que c'est le moment d'accélérer la transition écologique sur nos territoires.